Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jeanne Barnico, jeune historienne à l'origine du compte Instagram passionnant et instructif IstFemmeTat. Dans cet épisode, Jeanne nous parle de l'image de la femme tatouée au siècle dernier et des préjugés associés, du lien avec la criminalité, du rapport au corps et de la féminisation du tatouage. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Barnico. Donc Jeanne, tu es étudiante apprentie historienne actuellement en thèse à Paris 1. Et dans le cadre de ton master 2 métier d'historien, tu as réalisé un mémoire dont le sujet était, donc je cite le titre du mémoire, « Une anatomie de la déviance, pratiques et imaginaires du tatouage chez les femmes criminelles et délinquantes ». Donc c'est dans ce cadre que tu as créé en 2018 ton blog et ton compte Instagram, IstFemmeTat, ou Femmes et tatouages, pour parler au plus grand nombre de l'histoire du tatouage chez les femmes. Tu prépares actuellement une thèse sur les pratiques et les représentations du tatouage chez les femmes en France de 1881 à 1964. Ouais. Très précis. Donc voilà, je dois avouer que j'avais assez hâte de te rencontrer. J'aime beaucoup les posts que tu fais sur Instagram. Je trouve ça vraiment passionnant et que c'est analysé et expliqué de manière très pédagogue. Merci beaucoup. Je suis pas toujours familière avec les posts historiques, donc voilà, je trouve que c'est très accessible et vraiment passionnant. Et le tatouage des femmes a véhiculé beaucoup d'images et de préjugés au fil des années. Et donc, je trouve ça vraiment intéressant de décortiquer un peu l'historique et de faire avancer les mentalités. Eh ben, merci beaucoup pour tous ces compliments d'abord. Et merci de m'avoir invitée aussi. Je ne sais pas par quoi tu voulais commencer précisément. La question classique, c'est quelle est ta propre définition du tatouage ? On commence par une question piège. Ouais, c'est la question spontanée. Pour moi, c'est, outre la définition ultra technique de juste s'insérer des pigments sous les premières couches de la peau, c'est avant tout une manière de s'exprimer soi-même et de se réapproprier son corps et de se réapproprier son histoire par le biais d'une forme d'art, en quelque sorte. Et c'est un petit peu sous cet angle-là que je l'étudie, en tout cas. Voilà. Et je sais pas. Non, c'est une très bonne définition. En fait, je voudrais qu'on rembobine un peu ton parcours pour savoir comment tu es arrivée au tatouage, qu'est-ce qui t'a amené au tatouage, et puis on rentrera un petit peu plus dans le détail sur le mémoire que tu as réalisé et l'image des femmes tatouées. Donc, quel est le lien entre tes études d'histoire et le tatouage ? Et du coup, est-ce que tu as décidé d'allier tes deux passions pour en faire un sujet de recherche ? Alors, il y a de ça. Il y a un intérêt pour le tatouage qui remonte à très 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 longtemps. Et en fait, je l'avais un petit peu mis de côté dans le cadre de mes recherches parce que je ne savais pas vraiment si je pouvais en faire quelque chose dans ce contexte-là. Et jusqu'au jour où, en M1, je travaillais sur un gang de femmes à Londres dans l'entre-deux-guerres. Donc je travaillais principalement sur des sources de police, avec des dossiers ultra précis sur toute leur apparence physique pour pouvoir les reconnaître si on les croisait dans la rue. Et je m'étais rendu compte qu'à peu près la moitié des femmes de ce groupe-là étaient tatouées. Ça m'avait un petit peu interpellée parce qu'à ce moment-là, j'attendais pas nécessairement ça pendant l'entre-deux-guerres. Et du coup, j'ai décidé de fouiller ce sujet-là pendant mon mémoire de Master 2. Et je me suis rendu compte que, tiens, je pouvais en faire toute ma carrière de chercheur.
Ouais, justement, je me demandais, est-ce que c'est un sujet dont on parle en histoire, ou en histoire de l'art d'ailleurs, et comment tu as déterminé le sujet de ton mémoire ou de ta thèse? Comment tu es arrivé à cette période-là, cette géographie, enfin vraiment à l'angle précis de ton étude? Alors d'abord, c'est en effet un sujet dont on parle, mais en général de façon très ponctuelle. On s'en sert pour exemple pour des choses très précises, surtout en France. On en parle beaucoup quand on fait des histoires de bagne ou quand on fait des histoires de reconnaissance de criminels, parce que c'est quelque chose qui a beaucoup joué. Après, en Grande-Bretagne, enfin au Royaume-Uni, pardon, c'est un peu plus répandu. Il y a mon co-tuteur de thèse, Matt Lauder, qui travaille sur l'histoire du tatouage, sur l'histoire de l'art du tatouage. Il est spécialiste d'histoire de l'art. Mais ça reste quelque chose qui est quand même assez rare. Enfin, c'est surtout assez rare qu'on s'y consacre entièrement. Je crois que je connais maximum 3 personnes dans le monde entier dont le sujet est spécifiquement le tatouage. D'accord, donc c'est quand même très rare. Et du coup, est-ce que tu arrives facilement à avoir des sources, à trouver des éléments de recherche? Les sources, ce qui est un petit peu compliqué, c'est que par défaut, on n'est pas supposé enregistrer des infos ultra précises sur ce qu'il y a sur le corps des gens. C'est des données sensibles. Ça tient de la vie privée. On l'a fait systématiquement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'était pas pour des très très bonnes raisons. Donc, sinon, c'est le genre de choses qu'on fait pas. Donc, ça reste en matière de sources limitées à des domaines ultra précis pour connaître vraiment les pratiques du tatouage. Donc, c'est soit tout ce qui a trait à l'identification des personnes, soit en prison, soit dans des tracts criminels. Je travaille beaucoup sur les registres d'écrou de prison parce qu'il y a une ligne de signes particuliers. Et du coup, le tatouage est dedans. Et sinon, là, maintenant, je travaille aussi sur... dans la presse, on a de temps en temps des pages où on essaye d'identifier des cadavres qu'on a trouvés, par exemple, dans la Seine. Et où, du coup, on va donner la liste de tous leurs signes particuliers, en plus des bijoux qu'ils avaient sur eux, des éventuelles pièces, etc. Et je dois m'aventurer aussi, mais je ne l'ai pas encore fait, dans les rapports d'autopsie. D'accord, oui. Oui, on peut parler aussi des cicatrices et de toute modification corporelle. Ils sont supposés le faire dans les moindres détails. D'accord. Voilà. C'est principalement avec ces sources-là que je jongle. En tout cas pour les pratiques directement, parce qu'après toute la partie imaginaire et représentation, là c'est un peu la fête, on va dire. Il y en a absolument partout, sous tous les supports possibles. Il y a de tout et n'importe quoi. Et c'est encore un petit peu plus restreint quand on parle des femmes, parce qu'on ne va pas avoir les grandes enquêtes faites par des médecins ou par des criminologues sur le tatouage en tant que tel. On a par exemple le docteur Lacassagne qui avait réuni des milliers et des milliers d'exemples de tatouages qu'il avait relevés dans les bataillons d'Afrique. Mais du coup, c'est uniquement des hommes. C'est uniquement masculin. Voilà. Ça, c'est une source phénoménale, mais je ne peux pas y toucher, donc tant pis pour moi. Ouais. C'est sûr que c'est plus réduit, beaucoup plus réduit pour les femmes. Oui. Et justement, ton mémoire couvre la période de 1899 à 1939, donc à Paris et à Londres. Mm-hmm. Et à l'époque, le tatouage était pour les femmes un symbole de criminalité, de sexualité débridée ou de corruption du corps. Et maintenant, le tatouage se généralise et se féminise aussi. Et c'est un sujet... Voilà, ça est devenu quand même un sujet de société et c'est bien de pouvoir analyser un peu le passé et l'histoire de cet art en France. Et donc, je voudrais que tu nous dises un peu qui étaient les femmes tatouées à cette époque et quels étaient le type de motifs ou de placements de ces tatous, par exemple pour les criminels ou les prostituées. Alors, justement, je suis pas sûre qu'il y ait une rupture si stricte entre aujourd'hui, c'est pour la population générale, et à l'époque, c'était nécessairement des criminels. J'ai travaillé surtout sur des criminels, mais je me suis rendu compte qu'il y en avait un certain nombre qui avaient des tatouages dès leur première entrée en prison. Donc, on pouvait pas vraiment dire que c'était une conséquence du passage en prison. Et qu'il y en avait qui occupaient des boulots qu'on n'attendait pas forcément. J'avais beaucoup de vendeuses, j'avais des domestiques, j'avais une comptable, que j'aime beaucoup, c'est devenu ma préférée depuis, qui
on aurait pu penser qu'à l'époque, être tatouée et du coup répondre à ce cliché de la prostituée aurait posé un problème pour qu'elle soit employée, mais ça m'a permis de dire qu'il y avait peut-être une légère marge de tolérance. Après, c'était pour aussi un peut-être certain pas nombre des de tatouages visibles. La plupart des tatouages que j'avais étaient visibles. D'accord. Ouais, c'était surtout avant-bras gauche, main. Donc hyper visible. voilà. On peut se dire, dans une certaine mesure, on peut garder des manches jusqu'au poignet constamment, mais je pense pas que ce soit possible tout le temps quand on est domestique dans la maison de quelqu'un ou vendeuse. Ouais, non, c'est sûr, c'est compliqué. C'est forcément vu à un moment. Ouais. Ouais. Mais quel type de motif était courant à cette époque-là, enfin sur la période que tu as étudié ou alors tu disais les emplacements, c'est plutôt les avant-bras et les types de motifs, est-ce que c'est des motifs un peu classiques américains, ou après c'est vrai qu'on a aussi pour les criminels il y a aussi des codes, des significations qui sont différentes. On a des choses qui sont extrêmement basiques, en tout cas en France, où on va avoir surtout des initiales ou des noms, ou alors des motifs extrêmement simples de l'ordre d'un cœur, une croix, ou peut-être une tombe, ou quelque chose comme ça qui n'est pas compliqué à exécuter. En Angleterre, j'avais des choses un petit peu plus folkloriques. Je crois que j'en avais avec des arbres, beaucoup de fleurs ou de choses comme ça, mais ça restait... c'est plus varié. Ouais, ça restait extrêmement rare en France. Je me souviens même plus comment j'avais justifié cette différence-là. Je crois que c'était... Oui, parce qu'en Angleterre, on a eu beaucoup plus tôt des vrais salons clairement établis. Oui. Et en France, ça a toujours été quelque chose qui a existé, mais pas sous cette forme très officielle avant les années 60. Donc tout ce qu'on avait en France, c'était du tatouage fait main. Donc du coup, on n'allait pas rentrer dans des choses extrêmement compliquées. C'est-à-dire que, pour essayer de clarifier un peu, la plupart des tatouages que j'ai vus étaient situés soit sur la main gauche, soit sur l'avant-bras gauche. D'accord. Pourquoi à gauche ? Et c'est probablement parce qu'elle le faisait elle-même. D'accord, ok. Et du coup, c'est là qu'on irait le faire avec la main droite, naturellement. Donc du coup, elle ne s'aventurait pas dans des choses extrêmement complexes. Et ça restait de l'ordre des initiales ou des points. J'ai eu assez tôt des systèmes de points. Et je crois que je vais commencer à bosser sur une petite histoire du mort aux vaches, parce que je l'ai vu apparaître, mais extrêmement Très tôt. Ouais. Je crois que je l'avais dès 1899, et je l'attendais un peu plus tardivement. Donc il y a quelque chose à fouiller par là. D'accord. Voilà. Mais ça reste du très simple. Très très simple. Contrairement aux hommes qui s'aventurent dans des choses un peu plus complexes. D'accord. Et qui se les font aussi, qui se faisaient aussi eux-mêmes peut-être ou Probablement moins eux-mêmes et plus une personne sur l'autre. Ouais. Et ils en prenaient un qui était bon pour dessiner et ils se lançaient là-dedans. Mais chez les femmes, j'avais vraiment une impression de quelque chose de très intime, de très personnel. Très artisanal aussi, finalement. Ouais, qu'on se fait sur soi-même pour raconter sa propre histoire ou pour se rappeler des liens importants, etc. Et j'avais des types de tatouages qui étaient extrêmement touchants dans ce genre-là. J'avais une femme qui avait une tombe sur un bras, avec en dessous un nom, où en fouillant un petit peu, j'ai réussi à me rendre compte que c'était le nom d'un de ses enfants, qui était mort quelques années plus tôt. Ouais. D'accord. Ouais. Donc là, c'est des types de tatouages où, si elle l'a fait elle-même, c'est quelque chose qui est vraiment intime, personnel, qu'elle a fait pour se souvenir de lui et pour l'avoir près de lui. Ouais. Et c'est quelque chose qui est extrêmement prédominant dans mes archives. D'accord. Et quel était justement le rapport au corps de la femme à ce moment-là ? J'ai l'impression qu'il y a un réel parallèle entre la virginité de la peau et la virginité des femmes. Oui. Et pourquoi ? Comment tu l'analyses ? Il y a plusieurs raisons. Ça a probablement à voir avec l'histoire de l'art, d'abord, qui, à toutes les époques, nous a saturés d'images de corps féminins parfaits, complètement blancs. Il n'y a pas une tache, de rousseur. C'est quelque chose qui est vraiment omniprésent dans l'imaginaire depuis des siècles et des siècles. Sinon,
À partir du 19-20e, je pense qu'il y a aussi une autre perspective qui se développe, c'est celle des maladies vénériennes, qui a peut-être renforcé ça, où on va peut-être associer le tatouage à des marques qui commencent à être laissées par la syphilis quand elle commence à bien s'installer, ou des choses comme ça. Et de façon générale, ça tient aussi au fait que la plupart des tatouages de femmes étaient des initiales, souvent les initiales d'un amant. Alors du coup, à partir du moment où une femme est tatouée, ça voulait plus ou moins dire qu'elle était plus vierge concrètement, parce qu'elle avait déjà été avec quelqu'un, ce quelqu'un lui avait peut-être lui-même fait le tatouage. Ouais, donc ce corps n'était plus sacré. Voilà, le corps était littéralement signé. Oui. En tout cas, tel qu'on le voyait. Il y avait la marque de quelqu'un dessus. Ouais. Et justement, le tatouage était quand même assez masculin. On a toujours des images de soldats, de marins et de prisonniers. Est-ce que le tatouage chez la femme, c'était plutôt un signe d'émancipation ? C'est difficile à affirmer. La plupart du temps, parce qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de ces gens-là. C'est possible parce que je pense que quelles que soient les époques, ça rentre dans une logique d'appropriation du corps. Mais ça peut aussi vouloir dire exactement l'inverse. Et ça peut vouloir dire que le mec avec qui elle était soit un marin, et que du coup elle avait juste adopté sa pratique et était un petit peu devenue une extension de cette personne au point d'avoir les mêmes habitudes et les mêmes pratiques que lui. Donc, et d'être signé, justement. Oui. Et ouais, du coup, c'est assez compliqué à restituer. Et c'est une des grandes frustrations en histoire, c'est que la plupart du temps, on a juste des petites pièces du puzzle. Et on essaye de créer des liens là où on peut créer des liens. Et sinon, on a juste plein d'hypothèses à lancer, mais qui parfois peuvent aller dans un sens et dans l'autre. Oui, c'est ça. Après, c'est des hypothèses, mais s'il n'y a pas d'écrit de la personne en question, c'est difficile de savoir ce qu'elle a vécu. Ouais. Et la plupart du temps, là, les femmes sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des femmes qui viennent de milieux extrêmement populaires. Donc, dans leur vie, elles écrivaient probablement peu. Et il y a très peu de chances pour qu'elles aient laissé... trace de leur ressenti. Ouais. Il y a des journaux intimes qui sont très répandus à ces époques-là, mais ça vient d'une autre couche de la société. Oui, il y a quand même aussi une question sociale, j'ai l'impression, dans le tatouage chez les femmes à cette époque. Ouais, très clairement. C'est en partie parce qu'on associe de façon générale le tatouage à des gens qui ne sont pas forcément très fréquentables. Donc ça va être soit des criminels, ça va être soit des membres de l'armée, mais pas dans les rangs les plus hauts. Enfin, c'est clairement pas la haute société, c'est quelque chose d'extrêmement populaire et c'est une sorte d'art populaire pour limite des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir d'autres formes d'art. Oui, d'avoir accès à d'autres formes d'art. Ouais. C'est vrai que j'ai jamais vu personne dans des... En même temps, je travaillais jusque-là sur les prisons, donc oui, on peut aussi dire que jusque-là... C'est connu aussi que certains... je sais pas, certains artistes, écrivains ou politiciens qui appartenaient quand même à des classes sociales plus élevées ont pu être tatoués aussi, mais les femmes, je ne sais pas. C'est compliqué. Pas d'exemple. En Angleterre, tout particulièrement, on a eu des modes du tatouage dans la haute société qui en général duraient 5-10 ans et tout le monde en parlait dans la presse d'un coup et puis ils en parlent plus pendant 2 ans et puis paf, ça réapparaît. Soit ça venait par vagues, soit ça a été constant et juste à chaque fois les gens redécouvraient le phénomène. Les deux sont possibles. Et ensuite, il y a un autre phénomène parallèle qui est assez intéressant, c'est qu'on a régulièrement dans la presse des mentions de femmes de la haute société qui seraient tatouées. On a par exemple la mère de Churchill sur laquelle il y a eu plein de rumeurs d'un tatouage. On a eu une américaine qui a été pendant un moment princesse de Belgique avant son divorce qui aurait été tatouée. Et en fait, on se rend compte en travaillant sur ces cas que ces tatouages n'apparaissent sur aucune photo, sauf pour quelques rares exceptions qui étaient effectivement tatouées.
Ça apparaît jamais sur les photos. Si on prend 2 articles qui en parlent à 2 semaines d'intervalle, ils vont présenter des tatouages qui n'ont absolument rien à voir. Et en fait, on finit par se rendre compte qu'à chaque fois, c'est des personnalités extrêmement scabreuses. Soit qui étaient connues pour avoir plein d'amants, soit qui se sont mariés 3-4 fois d'affilée à 3-4 personnes différentes. Et où en fait, ces rumeurs de tatouages faisaient presque le lien avec des prostituée de basse classe pour dire regardez, elle a aucune moralité. Oui, c'est pas forcément vérifié, c'est peut-être juste par rapport à, c'est peut-être juste, ce soupçon d'immoralité. Voilà, c'est peut-être juste une façon de se dire avec la sexualité qu'elle a, peut-être qu'elle est tatouée en prime. Ça n'étonnerait personne. C'est comme ça que la rumeur peut partir, quoi. Ouais. Et justement, sur la féminisation, on va dire, du tatouage, il y avait une étude IFOP en 2017 qui disait que les femmes étaient plus tatouées que les hommes. Tout à fait. Et étaient tatouées à 16%, contre 10% pour les hommes. Comment tu expliques, toi, ce phénomène ? Comment tu expliques pourquoi il y a plus de femmes qui sont tatouées ? Je pense que c'est venu avec les mouvements féministes. C'est quelque chose qui est détaillé dans plusieurs bouquins, dont le très bon livre de Margot Mifflin, qui crée des liens entre les grandes vagues du tatouage chez les femmes, principalement aux États-Unis, et les grandes vagues du féminisme. C'est aussi probablement venu avec tous les mouvements body positive. Et ça a probablement encore été accentué par des grandes stars tatouées qui ont un petit peu donné l'exemple. La première enfin pas la première, mais la plus évidente et probablement la plus influente, c'était Janis Joplin. Oui. Qui, à partir de 1970, on a eu des vagues de personnes qui avaient exactement les mêmes tatouages qu'elle. Absolument énormes. Des icônes qui ont vraiment fait le chemin. Et qui ont permis l'utilisation du tatouage dans des grands mouvements de réappropriation de son corps et de signification d'indépendance, etc. Je pense que ça vient surtout de là, cette grande féminisation. Parce que ça a été un boom absolument énorme. Moi, les périodes sur lesquelles je travaille, même sur toute la fin de mon mémoire en 1939, j'étais encore à 1% en France. D'accord. Moins d'1% même. Oui, c'est vieux, mais pas tant que ça non plus. Ça a évolué quand même très très vite. Oui. Donc ça veut dire que, oui, en l'espace de pratiquement un demi-siècle, c'est passé de 1% à au moins 10%, et puis maintenant on est à 16%. Ouais. Et selon toi, comment ça se profile ? Dans quelle direction on va pour les prochaines générations ? Ça va probablement s'accentuer, parce que je pense que dans le monde du travail, on va progressivement apprendre à s'en foutre. Ce serait bien. Parce que je pense que pendant très longtemps, il y a eu cette image de oh là là, mais pourquoi tu fais ça ? Tu pourras jamais avoir d'emploi, etc. Ouais. Et que petit à petit, ça va un peu s'estomper. Parce que là, l'air de rien, on arrive à ce moment où c'est des personnes qui ont connu le gros boom du tatouage qui commencent à être les nouveaux chefs d'entreprise d'aujourd'hui. Donc peut-être que le stigmate qui était encore associé va finir par disparaître. Oui, c'est vrai qu'on le voit beaucoup même dans les pubs. Alors après, il y a des choses un peu classiques. Maintenant, on met des personnes tatouées dans toutes les pubs et ça devient ridicule. Mais, un peu. Mais il y a aussi des pubs, on va dire, très classique, très sérieuse, professionnelle, et je vois ça sur la banque, sur la PEC, enfin sur des choses qui touchent à l'emploi, qui touchent à des métiers où on a l'habitude de voir les gens plutôt en costard, qui peuvent être tatoués bien entendu de manière cachée, mais là c'est un peu plus apparent et ça implique aussi, ça veut aussi dire qu'on peut être tatoué et compétent. Ça paraît bête, mais jusqu'ici, c'était... c'est pas une révélation pour tout le monde, mais je pense qu'il y a quand même encore du chemin à faire dans le secteur professionnel. Dans tout ce qui est communication et publicité, je pense que c'est aussi devenu un moyen de dire « Hey, regardez, on est ouvert et on est cool !» Sauf que l'air de rien... toutes ces campagnes de pub influent sur maintenant, c'est le symbole du cool. Mais, Voilà, oui. C'est vrai. Mais le tatouage est même apparu dans
dans des défilés de grandes marques dans ces dernières années. Enfin, soit des mannequins qui étaient réellement tatoués, soit le temps du défilé, des faux tatouages très visibles. Vrai. Alors je me souviens plus de la marque. Il y avait Jean-Paul Gaultier qui a toujours montré des tatouages. Lui, c'est depuis toujours. Hein, mais, ça vient probablement de sa fascination complètement débridée pour les marins. Ouais, tout à fait. Mais au moins, c'est pas des faux tatouages. Oui. Mais effectivement. Je me souviens plus de la marque qui a fait ça. Mais c'est vrai que Jean-Paul Gaultier est un peu un pionnier là-dedans. Y compris avec ses actions un petit peu plus récentes de s'intéresser à tout ce qui est freak show, etc. Ouais, voilà. Complètement. Qui est un autre grand lieu du tatouage d'ailleurs, surtout chez les femmes. Oui. Oui, la femme tatouée. J'avais vu des choses très intéressantes là-dessus à l'exposition du Quai Branly. Oui. Tatoueur tatoué. Tatoueur tatoué, ouais, c'était vraiment passionnant, et notamment sur la partie freak show. Ouais. Qui, je pense, pendant toutes les périodes que j'étudie, a aussi été le grand moyen par lesquels les femmes ont appris que d'autres femmes étaient tatouées. Parce que c'était quelque chose qui était assez répandu et assez visible. J'avais travaillé longuement sur Gita Salomé. Ouais, justement, je voulais... justement, on va y arriver. Je voulais aborder aussi le sujet du tatouage dans la littérature. Tu as commencé une nouvelle catégorie dans ton blog qui s'appelle La Petite Bibliothèque tatouée. On pourrait aussi la surnommer mon pense-bête, parce que ça me permet d'avoir toutes les infos à portée de main. Et le but, c'est de faire un peu l'inventaire des œuvres de fiction qui mettent en scène le tatouage féminin. Ouais. Et je voulais savoir, pour toi, quelle est la femme tatouée emblématique qui t'a marqué, et et je pensais par exemple à Gita Salomé, où tu avais parlé aussi de Emma de Burgh. Je sais plus si on dit de Burgh ou de Bourg. Je sais pas. Et voilà, laquelle t'a marqué? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vie? Je crois que ma préférée, ça reste Gita Salomé, parce que c'est l'une des premières dont j'ai vu beaucoup de photos. Et le problème avec elle, c'est que c'est quasiment impossible de raconter sa vie. En fait, j'ai pu retracer son parcours pendant un petit bout de la décennie 1910, parce que j'ai retrouvé énormément de publicités et de prospectus pour les endroits où elle se produisait en France. C'est là que je me suis rendu compte que la plupart des gens avaient déjà vu des femmes tatouées, parce qu'elle a vraiment fait une tournée française, mais dans tous les petits patelins du coin. Mais quand tu dis qu'elle se produisait, c'était dans quel contexte? Alors, c'était soit des endroits comme le Luna Park à Paris. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? On sait pas. On sait pas. Enfin, je veux dire, c'était pas de la danse ou du chant, ou enfin quelque chose d'artistique. C'était probablement de la danse, parce qu'en fait, elle a choisi à un moment de s'accoler le nom Salomé. Au début, elle était uniquement Gita. Et elle choisit ce nom-là à un moment où la figure de Salomé est omniprésente dans la culture. Donc Salomé, tête de Jean-Baptiste, elle danse pour obtenir sa tête, etc. etc. Ça a commencé à devenir objet de ce qu'on a appelé la danse des 7 voiles, où une femme jouait le rôle de Salomé en se déshabillant progressivement. Donc c'était à moitié un striptease et à moitié une performance artistique. Et du coup, on peut imaginer qu'elle n'a pas choisi ce nom de façon complètement innocente, et que ça tenait probablement au moins à la danse et au moins à un certain niveau de dévoilement. D'accord. Même si on a plusieurs publicités qui disent que le spectacle est ouvert à tous les publics, donc probablement les enfants, donc elle finissait probablement pas toute nue. Mais sinon, c'est extrêmement difficile de le savoir. Je sais qu'elle s'est produite au Bal Tabarin à Paris, je me souviens plus en quelle année par contre, qui était réputé pour avoir parfois des numéros un petit peu scabreux, etc. Mais j'ai pas de définition complète de ces spectacles. Et alors pourquoi cette femme en particulier t'a marqué? Qu'est-ce qui dans son parcours t'intéresse, t'a fasciné? C'est probablement le mystère. C'est de pas savoir d'où elle vient. Un coup, on pense qu'elle est turque, un coup, on pense qu'elle est allemande. Son impresario est anglais, on ne sait pas pourquoi. La plupart de ces spectacles se passent en France, on ne sait pas pourquoi. À un moment, j'ai retrouvé son exact homonyme, ou alors elle,
en Australie. Je sais pas pourquoi elle est partie là-bas. Et du coup, c'est juste d'avoir toutes ces pistes-là qui viennent de tous les côtés sans savoir qui est ce personnage, tout en ayant beaucoup de photos d'elle, commençant assez jeune, où elle devait avoir la vingtaine, et ensuite on la voit bien dans la trentaine, qui donne l'impression qu'on peut retracer sa vie, mais qu'on n'aura jamais accès à tout ce qui explique son parcours et pourquoi elle en est arrivée là. Donc ça laisse la part belle au mystère et à l'imagination. Et ça aux laisse hypothèses en tout genre. Voilà, ça donne presque envie d'écrire un livre juste sur elle, où on pourrait essayer d'imaginer ce qu'elle a fait de sa vie. Ouais. Et ses voyages. Ouais. Parce qu'il y en a d'autres où on en sait au moins une certaine partie. Je pense à Emma Debourg, où on sait qu'elle a été mariée, qu'elle se produisait avec son mari, etc., qu'elle était américaine. Il y a une demande de visa qu'on peut retrouver en archive assez facilement, etc. Mais pour Salomé, pour le moment, j'ai rien. Et j'ai même pas son vrai nom. Oui, en plus, c'est juste un pseudo, oui. Sans connaître les origines. On sait pas du tout qui c'est. Mais c'est Mystérieux. probablement pour ça que je la préfère. Ouais. Et tu donnes aussi l'exemple d'un roman, ça s'appelle Le Testament du monstre, Oui. d'Henry Rider Haggard. Donc c'est un roman anglais de 1888. Et donc qui raconte l'histoire de Margaret, qui est une romancière qui accepte de se faire tatouer sur le dos le testament de son éditeur peu scrupuleux après un naufrage sur une île déserte. C'est génial à lire. C'est fou, ouais, ça m'intéresse vraiment. Et du coup, la question centrale, c'est est-ce qu'un testament tatoué est valide ? Et donc, je trouve que tu en parles aussi, ça aborde le sujet de transformer le corps de la femme en support, au lieu de le conserver justement immaculé et un peu en dépit de sa dignité. Est-ce que c'est un sujet qui est redondant dans la littérature ? Sous cette forme-là, pas du tout. Et c'est pour ça que ce livre est absolument génial, parce qu'en fait, il réfléchit en profondeur d'abord à des questions légales. Je vais pas spoiler la fin. Est-ce que j'ai spoilé la fin dans l'article ? Je sais plus, je crois. Oui, il me semble que j'ai fait un résumé complet. Je ne sais pas, mais je l'ai pas. Oui, pourtant je l'ai lu, mais c'est bon. J'ai oublié. Je pourrais quand même lire le roman. Je crois que j'ai résumé en entier. Bref, je vais pas le redire maintenant parce que tout le monde peut aller lire l'article et juste s'arrêter une ligne avant la fin. Donc ça s'attarde à des questions ultra techniques de loi. Ça touche aussi à la question du corps de la femme. Ça donne l'impression qu'il a réfléchi profondément au sujet du tatouage au lieu de juste s'en servir d'éléments dans son bouquin à un instant T. Oui, de signes distinctifs d'une personne, voilà. Mais qu'il y a une réelle histoire, une réelle réflexion autour de ça. Voilà, là en ce moment, pour la même catégorie, je suis en train de travailler sur un livre qui s'appelle Madame la Boule, où on parle du tatouage 5 ou 6 fois, et c'est juste un élément dans la descente aux enfers d'une jeune fille qui sombre dans la prostitution. Enfin, c'est le roman classique de la fin du 19e siècle, si tu fais quelque chose de mal, tu vas finir dans la rue. Et on parle juste du tatouage pour appuyer ça, et pour dire regardez à quel point elle est tombée bas, etc. Mais c'est pas du tout le sujet principal, alors que Le Testament du monstre met vraiment ce tatouage en scène. D'accord, ce qui est assez chouette. Ça donne vraiment envie de le lire. Enfin, moi, je trouve que l'histoire est assez folle. Il n'a pas été édité depuis très 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 longtemps, mais du coup, c'est assez facile de le lire en anglais, pour ceux qui peuvent. Et sinon, si les gens sont à Paris, ils peuvent aller à la Bibliothèque des littératures policières, qui est un endroit très très chouette, où il est dans les fonds et où ça se lit. Je crois qu'il pleuvait dehors, alors je l'ai lu en 1h30, en attendant que la pluie s'arrête. Et c'est très chouette. Ouais, voilà. Ça a l'air. Ouais. Ça a l'air. Et tu as aussi créé un blog qui s'appelle Paris Tatoué, donc l'année dernière, en 2018. Et le but est de proposer un guide historique du tatouage à Paris, et en mettant en valeur des événements clés et des personnalités emblématiques. Ouais. J'ai notamment retenu l'exemple de Yoros Constantinos. Il a 58 000 noms. On le voit parfois sous le nom juste Prince Constantinus, ou Capitaine Constantinus, ou Georges Constantinus. 388 tatouages. Oui, supposément. Et qu'il aurait été tatoué de force alors qu'il était captif des Tartares.
et qui a eu une certaine notoriété en Europe, où il exhibait son corps, et notamment aux Folies Bergère. Donc c'est aussi pour ça que tu en parles sur le côté parisien. Et il y a aussi, on parle aussi d'érotisme de sa performance, qui prenait un peu le pas sur le côté artistique du tatouage. Oui, il y a un des articles de presse qui s'étend sur les femmes qui sont en train de monter sur les bords des fauteuils pour le voir de plus près, pour voir cet homme presque nu juste devant elle, etc. C'est assez intéressant. Il a été connu mondialement après, parce qu'il a fini par rejoindre la troupe de Barnum aux États-Unis. D'ailleurs, il y avait un film / comédie musicale qui était sorti il y a quelques années, The Greatest Showman, avec Hugh Jackman dans le rôle de Barnum, où il y a dedans un homme tatoué qui est jamais nommé, qu'on voit à peine. Il danse dans le fond en général, mais c'est supposé être lui. D'accord, il est un peu invisibilisé, mais... Oui, voilà. Non, mais en même temps, ce film aurait pu plus s'attarder sur les phénomènes humains que sur le personnage de Barnum. C'est clairement pas lui le plus intéressant. Oui, mais c'est du coup une des premières personnes à s'être représentée comme ça en France. Il y en avait eu d'autres avant, mais qui étaient soit des personnes ramenées de force des quatre coins du monde, soit des exemples très très ponctuels. Et lui, vraiment, a innové dans la façon dont il se présentait. Ça a été un des premiers en France à présenter ce long récit de comment il aurait été tatoué de force et regarder les résultats de mon supplice. Ouais, c'est vraiment épique. C'est récit. Très certainement très très faux. Oui, ça doit être très romancé. Voilà. Même le nombre de 388, je pense que il est faux. On peut en douter aussi, ouais. Voilà, et que c'est juste une question de on va mettre un très gros chiffre sur l'affiche pour attirer l'attention des gens. Et ouais, c'est un personnage fascinant pour ça. C'était en quelle année déjà qu'il s'était présenté ? Je n'ai pas révisé précisément ça. Tu disais que c'était en 1874. Ouais, je crois que c'est la première fois qu'il apparaît. Ensuite, on le revoit ponctuellement. Et 16 ans plus tard, si je suis vraiment mauvaise en maths, c'est terrible. Oui, non, 16 ans plus tard, on va avoir, il me semble, pour le moment, la première femme, qui est la belle Irène, qui, elle, sera au Jardin de Paris, qui est une Américaine à l'origine, mais qui va reprendre les mêmes codes de on m'a forcé, c'est dramatique, mais venez le tatouage n'est jamais un choix, finalement. Là, c'est vraiment des gens qui ont été tatoués de force, un peu sous forme de torture, ou c'est pour construire un mythe. C'est pour construire un mythe, c'est aussi pour attirer les foules avec une histoire sensationnelle, parce qu'on suppose que l'histoire était racontée en même temps, donc il faut imaginer tout le monde autour qui fait des... Bref, des petits cris horrifiés. Ouais. Ça avait aussi une pseudo-portée didactique, parce qu'on amenait les enfants pour entendre des histoires de ce qui se passe aux quatre coins du monde, alors que ça se passe pas du tout aux quatre coins du monde. Et oui, voilà, il y avait aussi la question érotique dont tu parlais, qui est déjà présente avec ce personnage-là et qui est encore accentuée à partir du moment où on va avoir des femmes. Ouais. Voilà, parce que si elles sont tatouées de partout, à un moment, il faut le montrer. Ouais. Voilà. Ouais, bien sûr. Donc, c'est aussi un peu une excuse pour dévêtir les femmes. Voilà, donc peut-être que l'enfant venait pour se cultiver, peut-être que papa, il venait pas pour se cultiver du tout. C'est pour ça qu'on a eu ce type de spectacle extrêmement longtemps, je pense. Ça... Et justement, qu'est-ce que tu veux transmettre avec ce blog, montrer un peu toutes les choses qui ont pu avoir lieu dans Paris sur le... C'est à la fois aussi un autre pense-bête pour moi, qui m'aide aussi à sortir du sujet des femmes uniquement, pour essayer de rétablir le contexte de tout ce qui a pu se passer dans l'histoire du tatouage autour. C'est aussi une tentative de cartographier un petit peu l'histoire du tatouage à Paris, de voir si ça a été concentré dans des lieux particuliers, et ça pourrait même un jour donner lieu à des visites complètement informelles de tous les grands lieux. C'est exactement ce que j'allais te demander, c'était ma question. Est-ce que tu envisages de faire des visites guidées thématiques Je suis pas sûre d'être un très très bon guide. Mais forcément, j'ai pensé à ça. Je me suis dit que ça pourrait être génial. C'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ce qui est dommage, c'est que les 3/4 des lieux ont disparu.
Il y a beaucoup de vieux cafés, vieilles salles de spectacle parisiennes qui ont été sabrées. Il y en avait une que j'adorais qui s'appelait l'Enfer, et maintenant il y a un Monoprix. Ouais, c'est Voilà. pas le même charme. Ouais, donc je peux amener plein de gens devant un Monoprix et dire alors là, il y a 150 C'est ans. passé des choses folles. Et c'est aussi, oui, une volonté de montrer tous les aspects de l'histoire du tatouage. Et de montrer à la fois le fait que les gens étaient exposés à ce type de spectacle-là, et puis en même temps toutes les petites affaires qui se passaient dans d'autres coins. Je prépare aussi un article sur, a priori, un tatoueur un mec qui tatouait sous je sais plus quel pont, dans un endroit complètement perdu de Paris. C'est pour montrer que même si on pense que le tatouage était quelque chose de très marginal, c'était en vérité quelque chose qui était plus ou moins omniprésent dans la ville et dans les époques. Dont on parlait pas, mais qui était... Enfin, peut-être on n'en parlait pas beaucoup, mais ça faisait quand même partie de la vie des gens. Bah, à terme, au plus je travaille dessus, au plus je me rends compte qu'on en parlait, en fait. Ouais. C'est juste... C'est une fausse image, alors, qu'on se fait. C'est pas arrivé dans... C'est pas si marginal. Voilà. C'est pas arrivé dans l'histoire avec un grand H. Ouais. C'est pas quelque chose qui est un grand fleuron de notre histoire, mais ça fait définitivement partie de l'histoire populaire et de l'histoire culturelle. Et au fur et à mesure que je travaille sur ce sujet-là, je me rends compte que les gens se sont toujours tatoués, les gens ont toujours su ce qu'était le tatouage. Oui. Et qu'ils avaient en tête plein d'images par rapport à ça, qui soit les poussaient à le faire, soit à ne pas le faire, etc. C'est aussi tout l'intérêt du travail et du fait de s'intéresser à l'histoire des mentalités et de l'histoire culturelle. Ce qui est clairement ce que je préfère. Bah, merci beaucoup. C'est vraiment passionnant. Bah, merci encore de m'avoir invitée. Merci d'avoir partagé toutes tes recherches. Enfin, partie de tes recherches. J'espère que c'était intéressant. Oui, ça l'est. Ouais. Je suis désolée aussi parce que c'est un sujet qui est tellement ample que j'ai l'impression d'avoir parlé, je crois, de 10% des choses. Oui, c'est vaste, c'est sûr ouais. que c'est très vaste, mais on n'a pas toujours accès non plus à ces informations-là, et c'est bien d'avoir accès à ça, de faire des recherches et de partager ça de manière... Maintenant, je suis là pour ça, pédagogue. pour mettre tout ça en ligne et essayer de laisser ça un peu. De laisser ça à la disposition des gens. Parce qu'en France, et surtout maintenant, on a une énorme... On en parlait tout à l'heure, une énorme communauté de personnes tatouées, de gens qui s'intéressent à ça, même s'ils ne le sont pas forcément eux-mêmes. Ouais, et ce serait dommage de pas savoir remettre en contexte les choses et de pas avoir accès aux informations sur l'histoire de quelque chose qui les touche maintenant. Oui, c'est important de savoir d'où ça vient et comment c'était vécu avant, et avec toutes les différences et puis aussi les similarités finalement Voilà. d'époque. Oui. Merci beaucoup. Merci encore. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous, notez le podcast avec plein de petites étoiles et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog. C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefaya.